Certains sont considérés comme des cold cases, des affaires non élucidées. D'autres, au contraire, ont connu un épilogue judiciaire. Leur point commun, tous ont eu comme décor une route, une autoroute, une voiture, parfois même un simple parking. On les appelle les crimes de la route. Je suis Thibaut Dinouel et dans ce nouvel épisode, la mort étrange d'Anthony Muroni sur l'autoroute de l'Est. Il avait tout pour lui et menait une vie de rêve. Anthony Muroni, un jeune styliste français de 33 ans, commençait à se faire un nom dans le milieu de la mode en Italie. Originaire de l'Est de la France, il vivait à Milan avec sa compagne italienne. En mars 2020, alors que le Covid inquiète la planète entière, Anthony Muroni décide de rentrer seul en France, chez ses parents à Béthun, en Moselle. On est tout près de la frontière allemande. Le domicile familial est situé à quelques encablures de l'autoroute A4. Dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 mars 2020, un automobiliste en 4x4 roule sur l'autoroute dans le sens Strasbourg-Paris. Il est 2h26 du matin quand il compose le numéro d'urgence des services de l'autoroute. Oui, allô, j'écoute. Il explique qu'il a percuté un obstacle à hauteur de Béthun. Il n'a pas eu le temps de voir ce que c'était, n'a pas eu le temps de freiner. La voiture a fait un bond, explique-t-il. Il a quitté l'autoroute un peu plus loin et a constaté que son pare-choc était abîmé. Un patrouilleur autoroutier est donc envoyé sur place, mais n'arrive que 3 quarts d'heure plus tard. Il découvre alors le corps d'Anthony Muroni. Le jeune homme, vêtu d'un manteau en cachemire bleu, d'une chemise blanche, respire encore. Il gît sur la voie de gauche, près du terre-plein central. Le patrouilleur appelle les secours, mais les blessures sont trop importantes. Anthony Muroni décédera quelques heures plus tard à l'hôpital de Metz. Enquête des gendarmes et conclusion express, c'est un accident et rien d'autre. Inacceptable pour la famille, pour elle c'est forcément criminel. Beaucoup de questions se posent. Comment Anthony s'est-il retrouvé sur cette portion d'autoroute quasiment inaccessible à pied ? Les 1 000 € qu'il avait sur lui ont disparu. Sans compter que malgré la violence du choc, aucune égratignure à la tête n'est constatée lors de l'examen du corps. Autant de zones d'ombre pour ses proches qui se battent pour faire éclater la vérité. Et je suis accompagné de Clara S dans ce nouvel épisode des Crimes de la route. Bonjour Clara. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste et correspondante à Metz pour l'AFP, l'agence France Presse. On vous lit également dans Le Parisien et dans Marianne, entre autres. Cette affaire, vous la suivez, vous continuerez de la suivre parce qu'elle n'est pas terminée. On va le voir, la famille d'Anthony Muroni est toujours en quête de la vérité. D'abord, qui est-il, Anthony Muroni ? Alors, Anthony Muroni, donc il a 33 ans au moment des faits. C'est un beau jeune homme qui, d'après les mots de ses parents, Marie-Chantal et Fabien Muroni, a tout pour lui et une vie de rêve. Effectivement, il est originaire de Béthun, en Moselle, où vivent encore ses parents, qui sont donc des commerçants bien installés dans la région. Et après ses études, Anthony donc rejoint l'Italie, où il va évoluer dans le milieu de la mode à Milan. Et il commence à se faire un nom comme styliste. Des affaires que l'on peut qualifier de florissantes en Italie ? Oui, il a de l'argent. Sa vie est rythmée par les Fashion Week et des vacances dans des hôtels de luxe à Capri, comme en attestent les photos de son compte Instagram, qui est toujours actif. Et régulièrement, voilà, il rentre en Moselle pour voir ses parents, gérer les affaires du magasin de prêt-à-porter de vêtements de luxe qu'ils ont à Saarbrück en Allemagne. Il est en couple à ce moment-là avec une Italienne. Ils ont le projet de fonder une famille. Bref, il a la vie devant lui. Qu'est-ce qu'il faisait en France au moment du drame, Anthony Muroni ? Alors, en mars 2020, donc on est au tout début de l'épidémie de Covid-19, Anthony Muroni en fait décide de rentrer en Moselle pour échapper à la crise sanitaire italienne. Est-ce que ça frappe plus fort en Italie à ce moment-là ? Oui, effectivement. Et il se dit qu'il sera peut-être mieux chez ses parents, d'où il pourra continuer à gérer ses affaires courantes. D'ailleurs, il a des rendez-vous avec ses fournisseurs qui sont prévus. Donc voilà, il rentre en France pour échapper au Covid. Et le vendredi 6 mars, il passe la soirée avec des amis. Et quelques heures plus tard, en pleine nuit, son corps est retrouvé sur l'autoroute A4, pas très loin de la maison de ses parents. Oui, c'est un automobiliste qui va appeler la SANEF, donc la Société des autoroutes du nord-est de la France, qui va donner l'alerte. Il va percuter
dit-il, quelque chose. Et tout de suite, donc voilà, l'opératrice de la SANEF va lui dire qu'il peut rentrer chez lui et qu'ils vont envoyer une patrouille. Le patrouilleur donc de la SANEF va se rendre sur les lieux et va effectivement découvrir le corps d'Anthony Muroni, mais à ce moment-là, on ne sait pas que c'est lui tout de suite puisqu'il n'a pas de papier d'identité sur lui. Il retrouve le corps d'un jeune homme encore en vie, allongé en travers de la route. Sa tête et son visage sont intacts, mais il est grandement blessé. Il va le mettre en sécurité entre la glissière et le terre-plein central, va appeler les secours et Anthony sera emmené à l'hôpital de Mercy qui se trouve à Metz. Où malheureusement il décédera quelques heures plus tard. L'automobiliste ne s'est pas rendu compte qu'il avait percuté un corps. Alors, on ne sait pas, je ne suis pas dans la tête de l'automobiliste, mais effectivement, il appelle en disant qu'il a percuté quelque chose et non quelqu'un, ce qui tout de suite va, on va dire, mal orienter peut-être ou retarder l'arrivée des secours qui auraient peut-être pu le sauver s'ils étaient arrivés plus tôt. En tout cas, Anthony Muroni ne sera emmené à l'hôpital qu'aux alentours de 8h du matin et il décédera vers 10h du matin et ses parents apprendront son décès dans la matinée qui suivra. Bon, et à ce moment-là, l'enquête prend en fait un mauvais départ parce qu'elle n'est pas forcément confiée aux personnes adéquates, on va dire ça comme ça. Alors oui, on va dire que la machine judiciaire se met en place, mais peut-être pas de la meilleure manière ou de la manière dont on aurait dû se faire les choses. C'est-à-dire que c'est le peloton de gendarmerie autoroutier de Saint-Avold qui va voir l'enquête. L'enquête va leur être confiée et en fait, ce peloton autoroutier qui a tout de suite plus l'habitude des accidents de la route que des affaires criminelles, va conclure à un accident. Ils vont pas chercher plus loin. Non, ils vont pas chercher plus loin. Pour eux, c'est forcément un accident de la route, c'est-à-dire qu'il y a deux hypothèses possibles. Soit Anthony Muroni a voulu traverser l'autoroute, pour quelle raison, on ne sait pas, mais voilà, ils peuvent le penser. Ou alors, c'est un suicide. Mais pour la famille, ces deux hypothèses ne sont pas entendables, puisque, comme je le disais avant, Anthony a tout pour être heureux dans sa vie. Il a de l'argent, il a une femme, ils veulent avoir un enfant, enfin, aucun moment, et puis il n'est pas dépressif, donc en fait, on ne comprend pas pourquoi il se serait suicidé. Et donc, ces conclusions sont rendues sans qu'il n'y ait vraiment d'investigation poussée. Non, et pour preuve que dès le début, en fait, ils partent sur la thèse accidentelle sans imaginer un seul instant que ça pourrait être criminel, c'est-à-dire que quand Anthony Muroni va décéder, ses vêtements et ses effets personnels vont être tout de suite remis à la famille, notamment son téléphone, donc ce qui prouve que les gendarmes aucune intention d'exploiter le téléphone d'Anthony Muroni. Et la personne, donc l'automobiliste qui l'a percuté, va être entendue par les gendarmes quelques jours plus tard. Et par ailleurs, la voiture qui a percuté Anthony Muroni ne va pas être analysée. Voiture sur laquelle on va retrouver des cheveux, personne ne prend la peine de se dire tiens, ça serait peut-être bien de faire une expertise. Il n'y a aucune autopsie du corps d'ailleurs qui est effectuée à ce moment-là. Non, en tout cas, au départ, seulement un examen médical. D'ailleurs, le médecin légiste va dire qu'il n'y a pas besoin de faire d'autopsie parce que c'est un accident, c'est une évidence. La suite de l'enquête, puisque l'avocat de la famille d'Anthony Muroni, maître Thomas Ellenbrandt, va batailler pour faire des demandes d'actes, etc., donc notamment une autopsie. Il y en aura une plus tard et elle révélera qu'il y a des circonstances quand même assez étranges au décès d'Anthony Muroni. Oui, et notamment un coup derrière la tête, on va en parler un peu plus tard. Il y a aussi ce rapport d'expertise, Clara, qui là pour le coup est dressé tout de suite et qui est assez étonnant, puisqu'il dit en fait qu'Anthony était déjà allongé, donc déjà sur le bitume, quand il a été percuté. Oui. Effectivement, et ça c'est assez troublant. La question c'est qu'est-ce qu'il faisait allongé sur l'autoroute en fait à 2h du matin. À partir de là on peut tout imaginer, on peut penser que je sais pas, il a peut-être été chargé en voiture, que quelqu'un l'a balancé, ou qu'il a été frappé et puis après balancé, enfin on peut tout imaginer. Oui, peut-être une mauvaise rencontre au cours de la soirée. Qu'est-ce que l'on sait d'ailleurs sur les heures qui ont précédé ce drame ? Donc il passe la soirée avec un de ses amis proches notamment.
Oui, on sait que sa soirée, donc la nuit du 6 mars 2020, Anthony Muroni va la passer avec Stéphane, son ami d'enfance, et ils vont partir faire un peu la tournée des bars à Saarbrück, là où Anthony a son magasin de prêt-à-porter. On est en Allemagne, non ? C'est en Allemagne, ouais, voilà. Saarbrück, Bétain, Saarbrück, c'est vraiment tout près, c'est à quelques kilomètres de la frontière. Ils vont repasser la frontière dans l'autre sens, donc retourner en France, voilà, où ils vont ensuite se poser en voiture sur le parking de l'église de Frémin, qui se trouve pas très loin non plus. 2 amis vont les rejoindre. On sait qu'ils vont manger un McDo ensemble. On sait aussi qu'ils ont bu pas mal de verres. C'est une soirée arrosée et Anthony a pas mal bu, puisque je crois qu'il a 2,3... 2,04, on ouais. semble. Ce qui, d'après... Grammes d'alcool par litre de sang. Effectivement. Et ce qui, d'après les parents, est pas trop dans ses habitudes non plus. Même si, bon, voilà, on ne connaît jamais peut-être véritablement son fils dans sa vie privée, etc. Donc peut-être que voilà, c'était une soirée qui était particulièrement arrosée, mais donc il est peut-être pas dans un état tout à fait normal, peut-être dans un état d'ébriété. Mais ce qui est assez troublant, c'est que dans l'enquête, à aucun moment finalement n'a été fait suite donc à cette mort d'Anthony Muroni un environnement en fait de la victime. On ne sait pas véritablement avec qui il était ce soir-là, outre son ami d'enfance. Est-ce qu'il avait des ennemis professionnels peut-être ? Voilà, est-ce qu'il y avait des gens qui pouvaient être jaloux de sa réussite, des gens de la région dont il était originaire ? Est-ce que, je sais pas, il avait peut-être des habitudes en matière de stupéfiants et peut-être il avait des dettes, j'en sais rien. On peut tout imaginer. Et ça n'a pas été fouillé, ça n'a pas été fait, tout comme les caméras de vidéosurveillance de l'A4, donc pas forcément non plus, étaient toutes regardées. Exploitées. Son ami Stéphane, il a été entendu quand même. Qu'est-ce qu'il raconte de cette soirée ? Est-ce qu'Anthony paraissait particulièrement anxieux ou est-ce qu'il a remarqué quelque chose, lui ? Pas particulièrement. Stéphane Bonhomme n'a rien remarqué puisque, en fait, il apprend la disparition d'Anthony par la mère d'Anthony qui, au petit matin, ne le trouvant pas dans son lit et voyant que le lit n'a pas été défait, va tout de suite appeler Stéphane Bonhomme en disant « Mais que s'est-il passé ? Où est-ce que vous êtes allé ? Est-ce qu'Anthony est avec toi ?» Et l'autre va répondre « Non, moi je l'ai déposé devant chez vous, Madame Muroni, puis je suis rentrée chez moi. » Enfin, il est lui-même très surpris de la disparition. Et d'autant plus que des images de vidéosurveillance montrent que Stéphane Bonhomme a déposé Anthony devant chez ses parents à 1h36 du matin. Ces images sont filmées devant la maison de Marie-Chantal et Fabien Muroni, les parents d'Anthony. La grande bâtisse est équipée d'un système de vidéosurveillance. On y voit donc à 1h36 du matin Anthony se faire déposer par son ami Stéphane Bonhomme, lequel s'en va juste après. Mais Anthony ne rentre pas dans la maison. 1 minute plus tard, on le voit s'approchant de sa propre voiture. Il tente de l'ouvrir, mais n'a visiblement pas les clés sur lui. 5 minutes après, on le voit partir à pied. Il se met d'un coup à trottiner, sans raison apparente, une attitude étrange. Puis à 2h12 du matin, témoignage d'un voisin qui explique l'avoir aperçu en train de pianoter sur son téléphone. Il semblait nerveux, dit ce témoin. C'est la dernière personne officielle à avoir vu Anthony Muroni vivant. À partir de là, et pendant 14 minutes, c'est le trou noir jusqu'à l'heure de l'accident. Clara S., je rappelle que vous êtes journaliste à Metz, correspondante pour l'AFP spécialisée dans les faits divers. Vous avez rencontré les parents d'Anthony Muroni, vous vous êtes rendu sur les lieux de sa disparition. Vous avez vu donc à quoi ressemblait la maison, à quoi ressemblait le quartier, qui est un peu particulier entre nous, hein. C'est pas vraiment un quartier d'habitation. Non, on va dire que Marie-Chantal Muroni et son ex-mari Fabien habitent donc à Bétain, mais on pourrait dire qu'ils sont presque sur une espèce de zone industrielle en fait, puisqu'ils ont une très grande et belle maison à cet endroit-là, mais pour des raisons professionnelles, puisque à cette époque-là, Marie-Chantal Muroni a une entreprise de fleurs en fait qui est accolée à cette maison, donc il faut de l'espace pour recevoir les livraisons, etc. Donc ils sont à cet endroit-là et effectivement l'autoroute est à 100 de mètres en fait, et tout proche du domicile familial. Donc c'est possible de s'y rendre à pied.
C'est possible de s'y rendre à pied, mais le chemin est difficilement empruntable. Il y a des hautes herbes, puis c'est pas du tout c'est pas fait pour passer en fait à pied. Oui, l'autoroute est protégée, il y a des grillages, c'est normal. Il y a des grillages, etc. Voilà. Le père d'Anthony Muroni a fait plusieurs fois le trajet. Il faut qu'il escalade un grillage, etc. Donc on aurait retrouvé des traces parce qu'en plus il a un manteau en cachemire, donc on aurait retrouvé des traces de son manteau sur le grillage, où ses chaussures auraient été crottées avec de la boue, etc. Or, les chaussures sont nickel, le manteau, y a pas on n'a rien retrouvé. C'est très difficile d'accès. Puis au niveau du timing, ça ne colle pas, puisqu'il y a un timing quand même assez serré. Oui, donc à partir du moment où on le voit se faire déposer à 1h36 du matin par son ami Stéphane, il a un comportement un peu étrange, un peu curieux, Anthony Muroni. On voit Anthony qui s'avance vers la maison et puis qui finalement décide de faire demi-tour, qui titube un peu et qui va repartir tout doucement sur la route. Un voisin dit l'avoir croisé sur la route, pianotant sur son téléphone portable, semblant un peu nerveux. On découvrira plus tard, au cours de l'enquête, qu'il envoie quand même un message à quelqu'un, une de ses connaissances, où il dit « Tu es où, connard ?» Bon. Et puis à partir de là, en fait, il y a 14 minutes quasiment en fait, entre le moment où il est aperçu et le moment de l'appel à la SANEF. 14 minutes pendant lesquelles on ne sait pas à qui il a véritablement écrit, qui il a pu rencontrer. Est-ce que il n'a pas fait une mauvaise rencontre et ce qui va être d'autant plus troublant, c'est que donc quand maître Thomas Ellenbrandt, l'avocat de la famille Muroni, va enfin pouvoir avoir une autopsie du corps d'Anthony, il va demander cette autopsie, il va l'obtenir. L'autopsie va révéler, alors que le médecin disait qu'il n'y avait pas lieu à en faire parce que c'était évident que c'était un accident, qu'il a en fait un coup derrière la tête qui lui a été porté. Un coup qui n'est pas lié au choc avec la voiture. Non, puisque sa tête et son visage sont intacts à l'arrivée des secours. Mais il a un coup, il y a un hématome en fait crânien. Donc on pourrait imaginer quoi, qu'il a été assommé peut-être Assommé, ouais, frappé par on ne sait qui, mais effectivement c'est une hypothèse qui tout d'un coup vient colorer d'une autre manière cet accident, ou en tout cas cette mort suspecte que les enquêteurs pensent être accidentelle. Il avait aussi de l'argent sur lui, je crois, Anthony Muroni. On ne retrouve pas cette somme d'argent. Assez importante d'ailleurs. Les parents, donc Muroni, expliquent que leur fils est parti avec 1 000 € sur lui. En liquide, et ils ne comprennent pas où sont passés ces 1 000 €. Ça paraît assez probable qu'il les ait dépensés au cours de cette seule soirée, même si, tout est imaginable. Mais là encore, l'enquête n'a pas forcément cherché à élucider la disparition de cette somme d'argent sur lui. La famille s'interroge aussi sur les déclarations du conducteur de la voiture qui l'a percuté. C'est ce que vous expliquez dans vos différents papiers, parce que ces déclarations ne correspondent pas forcément avec la réalité des faits, notamment en termes de météo. Oui, en fait, ce qui semble assez clair, c'est que... C'est que lui n'a aucun lien avec Anthony Muroni, ce conducteur. Ils n'ont aucun lien. Le conducteur du 4x4 qui percute Anthony Muroni quand il est en travers de la route, c'est un jeune homme qui rentre de vacances avec ses parents. Ils rentrent de vacances à la montagne, ils sont sur le chemin du retour, et là, donc, ils percutent Anthony Muroni. Et puis ensuite, ils appellent tout de suite la SANEF, et puis ils vont rentrer chez eux. Quand il va être entendu par les gendarmes, il va d'abord expliquer que le choc était inévitable à cause de la mauvaise visibilité ce soir-là et du fait qu'il explique qu'il ne pouvait se rabattre parce qu'il y avait un camion qui était en train de le dépasser. Or, d'après les constatations qu'ont quand même fait le peloton autoroutier de Saint-Avold, le temps était sec et dégagé ce soir-là. Et l'étude des véhicules qui passent entre les 2 seuls péages qui existent avant le lieu de l'accident permet d'affirmer en fait qu'il n'y a pas de camion qui passe dans les minutes qui ont précédé le passage en fait de cette famille. Mais pour autant, ce qu'on peut dire, c'est que ce conducteur-là, s'il est responsable de quelque chose, il n'est responsable finalement que d'avoir percuté Anthony qui se trouvait déjà sur le bitume. Donc il est responsable tout du moins d'un homicide involontaire et d'un défaut de conduite qui aurait pu être sanctionné par la justice. Or, il n'a jamais été mis en examen pour ces faits-là. Il a toujours été placé seulement sous le statut de témoin assisté. Et en fait, il n'y a jamais eu aucune poursuite ni aucun procès, rien que pour finalement l'homicide involontaire qui était
peut-être inévitable, mais qu'il a quand même bien causé. Aujourd'hui, qu'est-ce que disent les parents d'Anthony Muroni ? On sait que c'est la mère notamment qui porte ce combat, elle est assez médiatique, localement en tout cas. Aujourd'hui, quelle piste ils privilégient, ses parents ? La seule piste qui reste, pour en avoir parlé aussi avec eux, qui est celle à laquelle ils s'accrochent, c'est celle de la mauvaise rencontre. Soit avec quelqu'un qu'Anthony connaissait, soit avec finalement peut-être un parfait inconnu qui peut-être l'aurait dépouillé de ses 1 000 euros. On peut tout imaginer. La justice a donc décidé de classer assez rapidement cette affaire avec une ordonnance de non-lieu prononcée à l'été 2024. Ça veut dire que le dossier est clôturé, on en reste là. Bien sûr, la famille s'en est émue, elle a fait appel de cette décision, mais cet appel a été rejeté par la chambre d'instruction de Metz. La famille a donc décidé de saisir la Cour de cassation. Clara, on est en février 2025, au moment où on enregistre ce podcast. Concrètement, on en est où ? Alors, ils sont en attente, là, actuellement, donc de la réponse de la plus haute juridiction française, qui a 2 possibilités, 2 options. C'est-à-dire, soit la Cour de cassation va casser et annuler l'arrêt de la chambre de l'instruction de Metz et, du coup, renvoyer, en fait, l'affaire devant un juge d'instruction. Et là, on pourra espérer peut-être que l'enquête pourrait être confiée à une police judiciaire compétente ou alors et on repart à zéro. Et on repartira à zéro. Autre option, c'est ce que veulent les parents. C'est ce que veulent les parents. Et l'autre option, ça serait que la Cour de casse confirme le non-lieu. Et dans ce cas-là, ça donnerait la possibilité, ce que ne pouvait pas faire avant, à l'avocat de la famille Muroni, maître Thomas Hellenbrand, de déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le parquet de Metz, cette fois, pour enlèvement et séquestration suivi de mort, parquet de Metz qui possède, lui, un pôle criminel et qui pourrait reprendre les investigations dès le début. Mais le risque, comme c'est le cas pour toutes ces affaires qui finalement sont mal aiguillées dès le début, dont l'enquête est un peu bâclée, entre guillemets, c'est que il risque de perdre de preuves. Plus le temps passe et plus les preuves disparaissent, plus il va être difficile en fait de retrouver la vérité. Les gens auront de moins en moins de souvenirs, les éléments matériels s'effacent avec le temps, et puis le corps d'Anthony a été enterré. Tout ça va prendre beaucoup de temps. Et avec le risque que certaines de ces preuves soient perdues aujourd'hui à tout jamais. Une affaire qui n'a donc peut-être pas encore dit son dernier mot et que l'on continuera à suivre dans vos différents articles dans Le Parisien ou dans Marianne, Clara S. Merci. Merci à vous. C'est la fin de ce nouvel épisode des Crimes de la route. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous retrouvez d'autres épisodes et l'ensemble de nos podcasts sur le site internet Vinci Autoroute et sur l'application Radio Vinci Autoroute. Une collection disponible également sur YouTube, Deezer, Spotify et Apple Podcast.